Bienvenue à Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Le Canada que nous connaissons aujourd'hui ne s'est pas construit par hasard. Argument par argument, jugement par jugement, il a été façonné par le droit au sein d'un système de justice unique, né de la rencontre des traditions britanniques, françaises et autochtones. Dans cette série, nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada en décodant les grandes décisions qui ont défini nos droits, nos libertés et notre identité collective. Droits criminels, droits autochtones, partage des compétences, des arrêts qui ne sont pas que de l'histoire ancienne. Ils façonnent encore notre quotidien. Je suis votre animateur Hugo Martin et à travers des rencontres exclusives avec les 9 juges de la Cour suprême et des expertes et experts constitutionnalistes, nous découvrons ensemble le contexte de ces jugements, leur impact et leur résonance aujourd'hui. Bienvenue dans l'histoire de nos droits. Bienvenue à toutes et à tous à ce premier épisode très spécial de Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes, un balado dédié à explorer l'impact de la Cour suprême du Canada sur notre société. Je suis Hugo Martin. Et je suis Sandrine Raymond. Hugo, nous sommes le 8 avril 2025, une date qui n'est pas anodine. En effet, Sandrine, la Cour suprême du Canada célèbre son 150e anniversaire. Un siècle et demi d'existence pour une institution fondamentale de notre démocratie. Et c'est pour marquer cet événement que nous lançons cette série. Exactement. Et comme toute bonne loi ou contrat qui se respecte, nous avons voulu commencer par des dispositions préliminaires. Cet épisode vise donc à mettre la table, à vous présenter cette institution avant de plonger, dans les prochains épisodes, au cœur des décisions qui ont façonné le Canada. Alors commençons par le commencement, Sandrine, 150 ans, ça nous amène en 1875. Pourquoi créer la Cour suprême du Canada à ce moment-là? Bonne question. La loi constitutionnelle de 1867 avait donné au tout nouveau Parlement fédéral le pouvoir de créer une Cour générale d'appel pour le Canada. Mais Sandrine, entre 1867 et 1875, il s'est passé quoi? Replaçons-nous dans le contexte. Le Canada est un jeune pays né de la Confédération de 1867. Il y avait un désir d'affirmation nationale, de développer des institutions propres au Canada. Mais aussi, il y avait un besoin pratique d'harmoniser l'interprétation des lois fédérales à travers les provinces qui avaient leur propre tradition juridique. Il y a eu des débats au Parlement sur la nécessité et la forme de cette Cour. Certains craignaient qu'elle n'empiète sur les pouvoirs provinciaux ou qu'elle ne devienne trop puissante. Donc, l'idée était d'avoir une juridiction nationale pour uniformiser certaines interprétations du droit, même si, à l'époque, cette Cour nouvellement créée n'était pas encore le tribunal de dernier recours. Oui, le comité judiciaire du Conseil privé à Londres. C'est cette instance juridique qui avait, à proprement dit, le dernier mot. Il a fallu attendre 1933 pour que la Cour suprême devienne le tribunal de dernier recours en matière criminelle et en 1949 pour toutes les autres affaires. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment parler d'indépendance complète du système judiciaire canadien. Tout à fait. Mais la Cour ne fait pas que trancher des litiges. Elle a aussi un rôle consultatif important via la procédure de renvoi. Le gouvernement fédéral peut lui demander son avis sur des questions juridiques majeures, souvent liées à la constitutionnalité de lois ou au partage de pouvoir. On pense évidemment au renvoi sur le rapatriement de la Constitution en 1981 ou plus près de nous pour les Québécois, au renvoi relatif à la sécession du Québec en 1998. Des moments où la Cour a joué un rôle crucial dans la définition même du pays. Absolument. Et qui siège à cette Cour? Au début, en 1875, ils étaient 6 juges et ils sont passés à 7 en 1927, puis finalement à 9 en 1949, chiffre qui est resté stable depuis. Et ces 9 juges ne siègent pas toujours ensemble, c'est ça, hein? Non, Hugo, le quorum est de 5 juges, c'est le minimum requis. Mais la plupart du temps, surtout pour les causes importantes et constitutionnelles, les 7 ou même les 9 juges entendent l'appel. Le juge en chef préside, assis au centre, et les autres juges prennent place à sa droite et à sa gauche, par ordre d'ancienneté de nomination. Les 9 juges travaillent de manière très collégiale, malgré les opinions parfois divergentes. Les délibérations après l'audience sont secrètes et cruciales. Le juge en chef aujourd'hui, le très honorable Richard Wagner, en plus de présider la Cour, a un rôle administratif important. Il est un peu comme le PDG de la Cour, son porte-parole principal, et il représente le pouvoir judiciaire canadien au pays et à l'étranger. Et comment devient-on juge à la Cour suprême? Pas moi, en tout cas. Le processus a évolué, mais aujourd'hui, ils sont nommés par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre après consultation d'un comité consultatif
indépendant, composé notamment de juristes. Les critères d'éligibilité sont aussi précis. Il faut avoir été juge d'une cour supérieure provinciale ou avocat membre du barreau pendant au moins 10 ans. Et il y a une règle clé pour le Québec. Oui, en effet, la loi sur la Cour suprême garantit qu'au moins 3 des 9 juges proviennent du barreau ou de la magistrature supérieure du Québec pour assurer la représentation du droit civil. C'est une des caractéristiques uniques de la Cour. Elle est bilingue, mais aussi bijuridique. Elle doit maîtriser et appliquer à la fois la common law qui prévaut dans la majorité du Canada et le droit civil québécois. C'est unique au monde pour une cour de dernier ressort. Le caractère bilingue et bijuridique, eh bien, c'est fondamental. Pour nos auditeurs moins familiers, rappelons brièvement la différence majeure entre le droit civil au Québec, qui est hérité de la France et qui est codifié, et la common law dans les autres provinces, basée sur les précédents judiciaires hérités de l'Angleterre. Gérer ces deux systèmes, souvent dans les deux langues officielles au sein d'une même affaire, demande une expertise incroyable de la part des juges et du personnel qualifié. Les juges doivent pouvoir naviguer entre ces traditions, comprendre leur logique distincte. C'est un défi constant, mais essentiel à la nature du Canada. En effet, Sandrine, on a parlé des 3 juges qui doivent provenir du Québec. Pour les 6 autres postes, la Convention veut qu'il y ait 3 juges de l'Ontario, 2 des provinces de l'Ouest, incluant les territoires, et 1 des provinces de l'Atlantique. Un équilibre régional important, et ces juges sont nommés jusqu'à leur retraite ou à l'âge de 75 ans. Parlons maintenant de ce que fait la Cour au quotidien. Comment les dossiers arrivent-ils jusqu'à elle? Il y a 3 chemins principaux. Oui, et le plus fréquent, c'est l'autorisation d'appel, une requête de l'une des parties auprès de la Cour suprême pour demander d'être entendue, convaincre la Cour que leur affaire soulève une question d'importance pour le public ou une question de droit nouvelle. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça peut être une question de droit qui n'a jamais été tranchée, des interprétations divergentes entre les cours d'appel provinciales qu'il faut unifier, une affaire qui touche un grand nombre de Canadiens, ou bien sûr des questions fondamentales liées à la Constitution ou à la Charte des droits et libertés. La Cour, c'est elle qui détermine les dossiers où elle estime pouvoir apporter la contribution la plus significative au développement du droit canadien. En plus des autorisations d'appel, il y a les appels de plein droit, plus rares, qui sont prévus directement par la loi dans certaines circonstances spécifiques, souvent en matière criminelle. Et la 3e voie, tu l'as mentionné un peu plus tôt, c'est la procédure de renvoi, où le gouvernement demande à la Cour suprême du Canada un avis juridique. Une fois qu'une affaire est devant la Cour, comment ça se passe? Il faut rappeler que la Cour suprême ne refait pas de procès. Elle n'entend pas de témoins, n'accepte pas de nouvelles preuves. Exactement. Les juges se basent sur les dossiers des cours inférieures, les mémoires écrits des avocats, les factums et les plaidoiries orales. C'est pendant ces audiences qui sont publiques et maintenant souvent web diffusées que les juges posent beaucoup de questions aux avocats pour tester leurs arguments. Sauf exception, comme des ordonnances de non-publication ou des huis clos dans des cas sensibles, la transparence est le principe. D'ailleurs, la Cour fait beaucoup d'efforts pour être accessible. Oui, elle publie aussi des résumés des décisions en langage simple qu'elle appelle les causes en bref. Il y a des visites guidées, des programmes scolaires et les juges participent activement à des conférences et rencontres. La Cour a même tenu des audiences hors d'Ottawa à 2 reprises, à Winnipeg en 2019 et à Québec en 2022 pour se rapprocher des citoyens. Et cette année, en 2025, à l'occasion du 150e, Victoria et Moncton, Yellowknife, Sherbrooke et Thunder Bay. Ces visites sont l'occasion pour le public, les étudiants, les journalistes et les communautés juridiques et judiciaires de dialoguer avec les membres de la Cour. Sandrine, on parle d'une institution vieille de 150 ans, mais elle n'est pas figée dans le temps. Elle évolue comme la société qu'elle sert. C'est vrai, on l'a vu récemment avec des nominations historiques. Depuis la nomination de la juge Marie Moreau en 2023, la Cour compte pour la première fois une majorité de femmes. Il y a aussi eu la nomination du juge Jamal en 2021, premier juge issu d'une minorité visible, et celle de la juge Michelle Obomsawin en 2022, première juge autochtone à siéger à la Cour suprême. Des étapes importantes pour la représentativité. Effectivement, Hugo. De plus, les symboles de la Cour ont été modernisés en 2021 avec de nouvelles armoiries. On y retrouve des éléments forts. Les bandes verticales rouges symbolisant le bilinguisme, le bijuridisme et les contributions autochtones rappelant la ceinture wampum à 2 rangs, le losange central représentant les 9 juges et le rôle de la Cour, la couronne royale et la devise Justitia et Veritas, justice et vérité. Des statues de la justice et de la vérité se trouvent d'ailleurs devant l'édifice de la Cour suprême à Ottawa, un édifice iconique sur la rue Wellington, où la Cour a aménagé en 1946 après avoir occupé des locaux au Parlement puis dans un autre bâtiment. Il se pourrait même qu'elle déménage temporairement bientôt
pour des rénovations. D'ailleurs, Hugo, l'édifice actuel, c'est bien plus qu'un bâtiment administratif. C'est une œuvre de l'architecte montréalais Ernest Cormier, une figure majeure. Son style, art déco, la qualité des matériaux, les détails symboliques, même les statues Justice et Vérité ont été pensés par lui. D'ailleurs, pour y aller, on y trouve une grande salle d'audience impressionnante, mais aussi une bibliothèque juridique parmi les plus importantes au pays, un lieu chargé d'histoire et de symboles. Une institution solide, ancrée dans l'histoire, mais résolument tournée vers l'avenir et consciente de son rôle. Le thème du 150e anniversaire le dit bien. 150 ans à défendre la primauté du droit, à inspirer la confiance du public et à servir la communauté. Et c'est exactement ce que notre série de balados va explorer au cours des prochains mois. Après ces dispositions préliminaires, nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Dans les prochains épisodes, nous allons décortiquer des décisions marquantes, des arrêts qui ont eu un impact tangible sur la vie des Canadiennes et des Canadiens qui ont façonné notre société. On parlera de droits constitutionnels, de droits et libertés, de droits des Premières Nations, de droits criminels et bien plus encore. Et quand on parle de décisions marquantes, attendez-vous à des plongées fascinantes. On va explorer comment la Charte des droits et libertés, Adoptée en 1982, oui, comment elle a pris vie et a transformé le paysage juridique grâce aux interprétations de la Cour. penser à la liberté d'expression, au droit à l'égalité, aux droits des accusés. On se penchera aussi sur l'évolution complexe et continue des droits des peuples autochtones reconnus dans la Constitution et comment la Cour a tenté de définir et de protéger ces droits ancestraux issus de traités. Oui, tout ça sans oublier le droit de la famille, le droit administratif et bien sûr l'impact unique des décisions sur le partage des compétences entre Ottawa et les provinces. Le tout ponctué par les perspectives uniques des juges actuels sur cet héritage. Oui, Sandrine, en effet, tu fais bien de le mentionner, nous aurons un accès tout à fait exceptionnel. Je suis extrêmement heureux et honoré de vous annoncer que les 9 juges actuellement en fonction à la Cour suprême participeront à notre série. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nos auditeurs? Mais ça signifie que dans un ou plusieurs épisodes dédiés, nous entendrons directement chacun des 9 juges nous parler de la décision ou des décisions qui, selon eux, ont eu un impact significatif sur la société canadienne au cours des 150 dernières années. Leur coup de cœur jurisprudentiel, si on veut. Une perspective unique et personnelle sur l'histoire juridique de notre pays. Avoir le point de vue des juges eux-mêmes sur l'héritage de la Cour, c'est vraiment un privilège. Ça promet des discussions fascinantes. Absolument, et ce sera un fil directeur tout au long de notre série. Alors que vous soyez juriste, étudiant ou un citoyen curieux de comprendre comment les grandes décisions de justice influencent notre quotidien, Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes est pour vous. Nous espérons que cet épisode Dispositions préliminaires vous a donné un bon aperçu de la Cour suprême du Canada et vous a donné envie d'en savoir plus. C'est une mise en bouche spéciale pour souligner comme il se doit ce 150e anniversaire. S'abonner à Façonner le Canada, c'est la meilleure garantie de ne pas manquer la série complète. Visitez le site rivercastmedia.com où nous partagerons des nouvelles sur l'avancement du projet. Et pourquoi ne pas prolonger la réflexion dès maintenant? Quelles sont, selon vous, les décisions de la Cour suprême qui ont le plus façonné le Canada que nous connaissons? On serait curieux de lire vos idées. Partagez-les par exemple en commentant sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CSC 150 balado ou dans les commentaires de cet épisode ou encore via info@rivercastmedia.com. Alors merci infiniment d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Portez-vous bien et restez curieux. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Ici Hugo Martin et je vous dis à la prochaine.